Bonjour, je suis Monsieur Foaleng Love René. Aujourd'hui, dans le cadre de la continuité du cours sur les cellules et les tissus, notamment la cystologie, nous allons voir la vie cellulaire. Tout être vivant passe au cours de sa vie par une série de phases successives. La naissance, la croissance, la maturité, la reproduction, la sénescence et la mort. La vie cellulaire n'échappe pas à cette succession et reproduit à une échelle infiniment petite les fonctions élémentaires de la vie que l'on retrouve chez les organismes les plus évolués. Ces fonctions élémentaires de la vie sont les suivantes. La fonction de nutrition et le métabolisme. Pour qu'une cellule puisse vivre, il faut qu'elle emprunte au milieu où elle se trouve les matières premières indispensables à la croissance, à l'entretien de son activité, à la réparation de son usure. Ces matériaux franchissent la membrane cellulaire au niveau de pores qui permettent le passage des petites molécules et des ions. Certaines substances solubles peuvent franchir directement la membrane en se dissolvant dans ses constituants lipidiques, substances liposolubles. Cette absorption peut être soit passive, effectuée avec le concours de forces étrangères, et la cellule, pression osmotique, différence de potentiel électrique de chaque côté de la membrane, soit plus souvent active, c'est-à-dire moyennant l'emploi d'énergie fournie par la cellule elle-même. L'absorption par la cellule de particules volumineuses se fait parfois par des processus particuliers. La phagocytose. La cellule émet des prolongements des pseudopodes qui entourent la particule et l'inclut finalement dans le cytoplasme. La pinocytose, mécanisme comparable au précédent. La membrane se plisse à l'intérieur du cytoplasme, entraînant les particules dans un canal qui se ferme, ensuite par coalescence de ses bords. Une partie des matériaux intégrés est utilisée immédiatement par la cellule, soit pour élaborer de la matière vivante qui remplacera les constituants usés de la cellule, soit pour produire de l'énergie qui va se manifester sous forme de mouvement cellulaire, de chaleur, d'électricité ou être utilisée pour l'absorption des aliments. Les transports et les synthèses intracellulaires. L'autre partie de ces matériaux peut être accumulée dans la cellule sous forme de réserves qui lui permettront de subsister si les conditions extérieures deviennent défavorables. La synthèse par la cellule de sa propre matière vivante porte le nom d'anabolisme. Parallèlement, l'activité de la cellule, l'usure progressive de ses constituants provoque la formation de déchets que la cellule va éliminer dans le milieu extérieur. La dégradation par la cellule des aliments ou des constituants usés porte le nom de catabolisme. Il existe ainsi
entre la cellule et le milieu extérieur des échanges constants de matière, un trafic ininterrompu orienté dans les deux sens. La cellule apparaît ainsi comme une véritable cité perpétuellement au travail. L'ensemble des transformations et des réactions dont elle est le siège constitue le métabolisme cellulaire. Maintenant, nous allons passer à la respiration. À l'intérieur de la cellule, en présence d'oxygène, se produisent des réactions chimiques aboutissant à la dégradation des glucides ou sucres, avec formation des gaz carboniques et d'eau. Ces phénomènes chimiques comportent une consommation d'oxygène et la formation de gaz carbonique et d'eau par la cellule constitue la respiration cellulaire. Il s'agit en réalité de phénomènes d'oxydoréduction. Ces réactions chimiques produisent de l'énergie qui est ensuite utilisée par la cellule. L'endroit où s'effectuent ces réactions est situé au niveau de la membrane interne des mitochondries et plus précisément au niveau des crêtes mitochondriales. Certaines cellules empruntent l'oxygène nécessaire au milieu extérieur, courant sanguin, liquide interstitiel. Ces cellules sont dites aérobies. D'autres forment cet oxygène en elles-mêmes grâce à des réactions chimiques particulières. Ces cellules sont dites aérobiques. Nous allons voir maintenant la croissance et la reproduction. De sa naissance à la maturité, la cellule croît grâce à son anabolisme, parvenue à maturité. La cellule va se diviser et donner ainsi naissance à deux cellules filles. La division cellulaire peut s'effectuer selon deux modes différents. La division directe ou à mitose et la division indirecte ou mitose. La division directe ou à mitose ne s'observe pas chez les êtres unicellulaires. L'étranglement progressif du cytoplasme et du noyau aboutit à la formation de deux cellules filles qui ne sont que grossièrement semblables. La division indirecte ou mitose est le seul mode de division cellulaire observé chez les êtres pluricellulaires. Elle aboutit à la formation de deux cellules filles qui sont rigoureusement semblables entre elles et qui sont identiques à la cellule dont elles sont issues. La mitose comporte plusieurs phases successives. La prophase, migration des centrioles vers l'épaule de la cellule et individualisation des chromosomes à l'intérieur du noyau. Ceux-ci sont de nombre et de formes immuables et caractéristiques de chaque espèce, et ils en constituent le support des caractères héréditaires. La métaphase, formation d'un fuseau entre les deux pôles de la cellule et disposition des chromosomes sur l'équateur de ce fuseau. L'anaphase, division longitudinale de tous les chromosomes en deux moitiés rigoureusement identiques et migration de chaque moitié vers un pôle différent
de la cellule. La télophase, formation de 2 noyaux fils, division du cytoplasme et formation des cellules filles. Ce mode de division assure la transmission à chaque cellule fille des caractères héréditaires. La période comprise entre 2 mitoses successives porte le nom d'interphase. C'est pendant l'interphase que la division cellulaire se prépare, car la cellule synthétise activement durant cette phase, et notamment elle double son stock d'ADN, phénomène nécessaire à la mitose. Immédiatement après la mitose, la cellule pourra ne plus se diviser et remplir une fonction spécialisée, cellule nerveuse par exemple, ou continuera à se diviser, mettant alors en jeu les processus de synthèse nécessaires à la division suivante. Maintenant, nous allons passer à l'activité mécanique de la cellule. La cellule est sensible à des excitations diverses, c'est-à-dire à des variations brusques du milieu ambiant. L'excitation peut être de nature mécanique, mais aussi thermique, chaleur, lumineuse, chimique. À ces deux excitations, la cellule réagit par des mouvements. Ceux-ci sont parfois les mêmes pour une même excitation. On donne alors le nom de tropisme ou de tactisme. Les mouvements de la cellule sont variables, mais peuvent se ramener à quelques types simples. La turgescence, gonflement cellulaire, la contraction, raccourcissement particulier aux cellules musculaires, et l'amiboïsme, possibilité de ramper. Cette reptation est rendue possible par l'émission et la rétractation de prolongements cellulaires ou pseudopodes. Certaines cellules sont douées d'une très grande mobilité propre. Leur locomotion est assurée par des organites particuliers, les flagelles. Maintenant, nous allons voir la mort cellulaire. On dit que la cellule est morte quand l'anabolisme a définitivement cessé. La mort peut survenir par coagulation du protoplasme. Elle peut survenir lentement et elle est précédée d'une période d'agonie où l'on peut observer la mort des organes intracellulaires. La mort de l'un d'eux entraîne progressivement celle des autres. La mort, dans ce cas, n'est pas un phénomène instantané et la détermination du moment de la mort est difficile. Il y a donc, à l'échelon cellulaire, une certaine analogie avec ce qui est observé chez les êtres supérieurs, dont les différents organes ne meurent pas en même temps. Le cerveau peut être mort alors que le cœur continue à battre, et les poumons à respirer, coma dépassé ou état de mort cérébrale. Certaines altérations cellulaires sont témoins de la sénescence de la cellule et précèdent l'agonie et la mort. Ces altérations portent le nom de dégénérescence, dégénérescence graisseuse, hyaline, amyloïde, muqueuse, colloïde. Hormis le cas de la mort cellulaire brutale par agression physique ou chimique, chaque cellule a une durée de vie limitée, programmée dans ses gènes. Ceux-ci induisent
la mort de la cellule par un processus actif nommé apoptose, qui est parfois déclenché par un stimulus précis. L'apoptose se traduit par des modifications morphologiques, formation de bulles, renfermement des organiques, corps apoptotique, modification membranaire, condensation de la chromatide et fragmentation de l'ADN. Après la mort, survient la période de nécrose, caractérisée par la destruction de la cellule. Les enzymes libérées par les lysosomes attaquent les constituants de la cellule et il se produit une véritable autodigestion. Ce qui reste du cadavre cellulaire est phagocyté par d'autres cellules macrophages. Il est rare que le cadavre cellulaire soit conservé par momification. Toutes les fonctions vitales se trouvent chez les êtres unicellulaires, réunis dans la même cellule. On dit que cette cellule est indifférenciée. Par contre, chez les êtres pluricellulaires, chaque fonction est dévolue à un groupe de cellules spécialisées. Toutes les cellules de ces organismes pluricellulaires sont donc spécialisées pour une fonction donnée. On dit qu'elles sont différenciées. Je vous en remercie. Bonjour.